Je crois bien que les mœurs étaient d'une pureté exceptionnelle, puisque le fond des choses était qu'il fallait foncièrement et essentiellement se garder de quelques actes qui puent, d'aucune façon, valoriser la perpétuation de ce monde exécrable et mauvais dans son essence. La pratique de la perfection consistant donc essentiellement à viser à atteindre, dans l'état de détachement le plus avancé, la mort qui était pour eux le signal de la réintégration dans un monde de lumière, dans un monde animique, caractérisé par la pureté et la lumière, et qui était le monde du vrai, du bon créateur originel, celui dont toute la création avait été souillée par l'intervention du mauvais créateur, du démiurge, lequel y avait introduit cet élément épouvantable qui est celui de la génération, et aussi bien de la putréfaction, c'est-à-dire de la transformation. C'est dans la perspective aristotélicienne de la transformation de la matière en une autre matière qui s'engendre elle-même que cette perpétuité de la matière était le lieu où était le mal. La solution, comme vous le voyez, est simple. Elle a une certaine cohérence si elle n'a peut-être pas toute la rigueur désirable. Un des rares documents solides que nous ayons sur l'entreprise, car je vous le répète, pour plusieurs raisons, sans aucun doute, l'escamotage des procès d'inquisition n'est pas la seule, nous ne savons quelle était foncièrement la doctrine cathare. Un ouvrage tardif, et c'est bien là ce qui rend malgré tout comme devant inspirer quelques réserves, a été en 1939 découvert et publié sous le nom de « Livre des deux principes ». On le trouve facilement sous le titre d'Écrits cathares, très beau livre de René Nelly. Donc le mal est ici dans la matière. Il reste ceci d'ouvert, et dont sans doute le caractère pivot est absolument indispensable pour comprendre ce qui s'est passé historiquement concernant la pensée morale autour du problème du mal, c'est que le mal peut être ailleurs, c'est-à-dire non pas seulement dans les œuvres, ou bien dans cette exécrable matière, dont dès lors tout effort de l'ascèse va consister à se détourner sans aller dans un monde qu'on appelle mystique, qui peut tout aussi bien nous apparaître mythique, voire illusoire, mais qui peut être dans la chose. Il peut être dans la chose en tant justement qu'elle n'est pas ce signifiant qui guide l'œuvre, en tant non plus qu'elle n'est pas la matière de l'œuvre, en tant qu'elle maintient l'humain au cœur du mythe de la création auquel ici toute la question est suspendue. Car quoi que vous fassiez, et même si vous vous fichez du Créateur parce que vous y croyez comme de Colin tampon, il n'en reste pas moins que c'est en termes créationnistes que vous pensez le terme du mal et que vous le mettez en question, et qu'il convient de vous apercevoir de ce lieu que constitue pour ce problème la chose, en tant qu'elle est définie par ceci qu'elle définit l'humain, encore justement que l'humain nous échappe. En ce point, ce que nous appelons l'humain, ici, ne serait pas défini autrement que de la façon dont j'ai défini tout à l'heure la chose, à savoir ce qui du réel pâtit du signifiant. Effectivement, observez bien ceci, c'est que ce vers quoi nous dirige la pensée freudienne consiste à nous poser le problème de ce qu'il y a au cœur du fonctionnement du principe du plaisir, à savoir un au-delà du principe du plaisir, et très probablement ce que l'autre jour j'ai appelé une foncière bonne ou mauvaise volonté. Bien sûr, toutes sortes de pièges et de fascinations s'offrent ici, à votre pensée, à savoir qu'est-ce que ça veut dire si l'homme, comme on dit, est foncièrement, comme si c'était si simple de définir l'homme,
bon ou mauvais. Mais observez bien qu'il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de l'ensemble. Il s'agit en fin de compte du fait que l'homme, ce signifiant, le façonne et l'introduit dans le monde. Autrement dit, de savoir ce qu'il fait en le façonnant à l'image de la chose, à l'image de cette chose qui précisément se caractérise en ceci, c'est qu'il nous est impossible de nous l'imaginer. C'est là que se situe le problème. Et c'est là que se situe le problème de la sublimation. C'est pourquoi je prends comme point de départ, pour vous y faire avancer, ce que je vous ai appelé précédemment l'histoire de la mine. Je l'ai prise par ce terme parce qu'il est particulièrement exemplaire, qu'il ne fait pas d'ambiguïté dans le langage germanique. Dans le langage germanique, la mine est distincte bel et bien de la Liebe. Ici, le même mot amour nous sert. Il s'agit de quelque chose auquel, si vous le voulez bien, si vous y mettez le nez, l'ouvrage dont je vous ai parlé tout à l'heure vous débrouillera la question. Vous verrez ce dont il s'agit. Ce qui fait le problème de l'auteur en question, c'est de savoir le lien qu'il peut y avoir entre l'existence de cette si profonde et si secrète hérésie qui se met à dominer l'Europe à partir de la fin du Xe siècle, sans qu'on puisse savoir si les choses ne sont pas allées plus haut, et l'apparition de ce quelque chose de très curieux qui s'appelle l'articulation, le fondement, la mise en œuvre de toute une morale, de toute une éthique, de tout un style de vie qui s'appelle l'amour courtois. Je dois dire que je ne force rien en vous disant que dépouiller toutes les données historiques, mise en œuvre toutes nos méthodes d'interprétation d'une superstructure en fonction des données sociales, politiques, économiques, dans l'ensemble, les historiens prennent d'une façon vraiment univoque le parti, au bout du compte, de donner leur langue au chat. C'est à savoir que rien ne donne une explication complètement satisfaisante de cette espèce d'extraordinaire mode qui, à une époque pas tellement douce, ni policée, je vous prie de le croire, au contraire, on sortait à peine de la première féodalité, qui se résumait dans la pratique par la dominance sur une grande surface géographique de mœurs de bandits. On sort à peine de cette période et voici élaborées les règles d'une relation de l'homme à la femme qui se présente avec toutes les caractéristiques d'un paradoxe stupéfiant. Vu l'heure où nous en sommes, je ne vais même pas commencer de vous l'articuler aujourd'hui. Néanmoins, sachez ce que sera dans son ensemble mon propos de la prochaine fois. Ce sera de vous montrer, et croyez que ce n'est pas quelque chose qui me soit propre ou original, je n'essaierai pas d'introduire par mes faibles moyens d'investigation dans cette question autre chose que les informations qui nous sont apportées, le problème ambigu et énigmatique de ce dont il s'agit dans l'objet féminin. Ce qui fait que cet objet de la louange, du service, de la soumission et de toutes sortes de comportements sentimentaux stéréotypés du chevalier, du tenant de l'amour courtois par rapport à la dame, aboutit à une notion qui a fait dire à un auteur qu'ils ont l'air tous de louer une seule personne, ce qui est bien entendu bien de nature à nous laisser dans une position interrogative. Le romaniste qui a effectivement écrit cela, c'est M. André Mauret, professeur à la faculté des lettres de l'université de Lille, qui a écrit aussi une très belle anthologie du Minnesang, parue chez Aubier. Cette création est fonction d'un objet dont nous en sommes à nous demander quel rôle exact jouaient les personnages de chair et d'os, qui pourtant étaient bel et bien engagés dans cette affaire.
On peut très bien nommer les dames et les personnes qui étaient au cœur de la propagation de ce nouveau style de comportement et d'existence au moment où il a émergé. On connaît aussi bien les premières vedettes de cette chose qu'on peut véritablement presque caractériser comme une espèce d'épidémie sociale. On les connaît aussi bien qu'on connaît M. Sartre et Madame de Beauvoir. Éléonore d'Aquitaine n'est pas un personnage mythique. Sa fille, la comtesse de Champagne, non plus. J'essaierai la prochaine fois de vous rendre cela au moins insensible. Mais ce qui est important, c'est de voir comment certaines des énigmes que se posent à ce propos les historiens peuvent être pour nous résolues. Je veux dire spécifiquement dans la doctrine que je vous expose, dans la doctrine analytique, peuvent être résolues en fonction de cette doctrine, et uniquement en fonction d'elle, pour autant qu'elle permet d'expliquer tout le phénomène comme une œuvre de sublimation dans sa portée la plus pure. Je veux dire que vous verrez jusque dans les détails comment ici l'on opère pour donner à un objet, dans l'occasion, ce qui est appelé la dame, valeur de représentation de la chose. Ceci nous permettra ensuite, pour vous dessiner le chemin qui nous reste à parcourir avant que je vous quitte au milieu de février, de vous montrer ce qui, dans cette construction, est resté à titre de séquelles que nous devons également concevoir dans les formes de la structure analytique, dans les rapports à l'objet féminin avec le caractère problématique où il se présente à nous, encore actuellement. Je voudrais aussi vous indiquer, en vous quittant aujourd'hui pour l'au-delà de cette séparation de février, que la visée de tout cela est de vous permettre de mesurer à sa juste valeur ce que comporte la nouveauté freudienne, en ce que pour l'instant, et en fonction de cette coordonnée que représente non pas l'abandon de l'idée de création, parce que l'idée de création est absolument fondamentale, consubstantielle à votre pensée. Vous ne pouvez pas penser, et personne, en termes autres que créationnistes. Et ce que vous croyez être le modèle le plus familier de votre pensée, à savoir l'évolutionnisme, est une espèce, chez vous comme chez tous vos contemporains, de forme de défense, de cramponnement à des idéaux religieux comme tels qui vous empêchent tout simplement de voir ce qui se passe dans le monde autour de vous. Mais ça, ce n'est pas parce que vous êtes comme tout le monde, que vous le sachiez ou que vous ne le sachiez pas, pris dans la notion de création, que le Créateur est pour vous dans une position bien claire. Il est bien clair que Dieu est mort, et c'est de cela qu'il s'agit. Vous verrez que c'est ce que Freud exprime de bout en bout avec son mythe. C'est que, puisque Dieu est sorti du fait que le Père est mort, ça veut dire sans doute que nous nous sommes aperçus, et c'est pour cela que Freud cogite si ferme là-dessus, que Dieu est mort. Mais c'est aussi bien que, puisque c'est le Père mort à l'origine qu'il dessert, il était mort depuis toujours. Donc, la question du Créateur dans Freud pose bien la question de savoir ce qu'il en est, ce qui se passe, à quoi doit être appendu de nos jours ce qui continue à s'exercer de cet ordre, à savoir la science. C'est en fonction de ceci que se pose, et c'est là le terme de notre recherche de cette année, le mode sous lequel la question de ce qu'il en est, de la chose, se pose pour nous. C'est cela que Freud aborde pour nous dans la psychologie de la tendance. La tendance n'est pas quelque chose, le tribe, qui puisse aucunement se limiter à une notion psychologique. C'est une notion ontologique, absolument foncière, qui répond à une prise de la conscience que nous ne sommes pas forcés de pleinement repérer, parce que nous la vivons, et de quelque façon que nous la vivions,
C'est le sens de ce que j'essaie d'articuler devant vous, que d'essayer de vous en faire prendre conscience.